Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 5 mai 2023, dernière update de cette semaine. On se fera un point Bitcoin, Ether et macro. Je pense qu'on sera bon. On parlera aussi un petit peu du chômage, je pense, pour faire un point macro. Et je pense que ce sera tout. Je viens de lancer un nouveau concours en partenariat avec BitGet. Donc là, à l'instant, il y a 4 minutes. À la clé, 5 gagnants qui se partageront 100 euros chacun. Donc ça fait 500 euros à gagner. Donc 5 gagnants au total. Il suffit simplement de RT et de like ce tweet, donc ça se passe sur Twitter. Le lien pour participer, il est en commentaire épinglé, donc vous allez dans les commentaires de cette vidéo, le commentaire épinglé, vous le verrez, vous aurez le lien pour y participer. Ensuite, il faudra follow notre compte Twitter, on partage beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas. Également, vous créez un compte sur BitGet, c'est gratuit, ça prend 2 minutes, c'est rapide et c'est la dernière plateforme sur laquelle vous pouvez trader sans KYC, donc c'est-à-dire en gros sans carte d'identité, rien du tout. Vous pouvez retirer jusqu'à 50 000 $ par jour. Donc c'est ce qui est largement suffisant, je pense, pour 99% des personnes. Si vous avez déjà un compte créé via notre lien de parrainage, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez y participer sans refaire un compte, il n'y a pas besoin de refaire un compte. Par contre, si vous n'avez aucun compte, il faut en faire un via notre lien partenaire ici. Et d'identifier votre ami, ou peu importe, identifier n'importe qui, si par exemple vous n'avez pas de connaissances sur Twitter, et d'écrire votre user ID. Donc le user ID, c'est le petit code que vous trouvez dans votre dashboard sur BitGet tout simplement. Donc je pense qu'il y a quelqu'un, voilà, ils ont déjà commenté, ils ont déjà mis leur user ID, ils sont très rapides, donc je pense que c'est des personnes déjà inscrites. Donc voilà, et du coup, résultat, vendredi prochain, donc dans 7 jours, vendredi 12 mai. Et je tiens aussi à rappeler qu'on est en tout début de mois, on quitte les derniers jours du début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école et vous former à nos côtés. 40 € par mois plus TVA, vous pouvez annuler l'abonnement quand vous le souhaitez, c'est sans engagement bien évidemment. Tout est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas présent. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à toute la formation avec le nouveau cours d'hier qui a été posté juste ici. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, franchement pour le prix. Enfin, quand je vois des formations complètement pourries à plus de 1000 €, je me dis vraiment que notre prix, franchement, il est cadeau. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, lien en description. Également, vous avez tout le descriptif ici avec un accès exclusif au Discord et tout son contenu. Tout simplement. Alors du coup, petite mise à jour sur Bitcoin qui continue sa contraction de prix, toujours aucune résolution, donc ça ira assez vite. Aujourd'hui, on va voir un petit peu le concept de contraction des prix, donc simplement création de creux et sommets, ni descendant ni ascendant, enfin sommet descendant et creux ascendant, ce qui va former en fait un triangle, une contraction comme ceci, où vous avez les sommets qui sont descendants et les creux qui sont ascendants jusqu'à ce qu'on ait une résolution, qu'elle soit haussière ou baissière. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire le Bitcoin, où il se contracte de plus en plus. Si je viens, je trace ici, hop, comme ceci, la contraction. Ça, c'est au niveau des sommets, et donc au niveau des creux, ça, c'est les creux. Donc si je viens relier mes creux, comme ceci, ça va nous former un triangle. Donc là, je me sers de l'aimant, hop, je relie à peu près tous mes sommets, et donc ça fait bien le triangle ici. Donc les sommets et les stops des vendeurs se trouvent ici, les stops des acheteurs se trouvent ici. Si résolution haussière, on arrive à la fin quasiment. Généralement, un triangle connaît sa résolution aux environs des 2/3. Donc là, on est à peu près au niveau des 2/3, voire même un peu plus. Donc la résolution, c'est pour bientôt. En cas de résolution haussière, on va probablement venir chasser tous les stops qui se trouvent ici. Donc venir rapidement aux 31 800, 32 000 $. Ce qu'il faut surveiller par la suite, c'est un maintien de la cassure. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas on chasse les stops et on fait ça. Ça serait vraiment pas bullish. Et ça serait même plutôt baissier pour aller chasser dans l'autre sens par la suite. Ok. Si on casse au nord, il faut vraiment tenir et avoir une acceptation du prix. On a beaucoup qui vont rentrer sur le breakout ici, mais qui vont pas savoir vraiment où prendre leur profit, ou alors ils vont partir là-dessus. Par exemple, je rentre sur le breakout, je me protège, je sais pas moi, sous les plus bas, je vise du 2 pour 1. Ça fait des objectifs assez élevés si jamais c'est un fake out. Ok. Pour moi, si vous faites ce genre de cassure, faut vraiment pas mettre un stop aussi bas, ça sert pas à grand chose parce que si on réintègre, le stop sera bouffé très rapidement. Faut pas hésiter à avoir des stops assez serrés, pas forcément nécessairement très très serrés, mais pas non plus voilà, sous le triangle, etc. Ça peut valoir le coup de le mettre un petit peu plus loin histoire d'éviter de se faire chasser s'il y a une petite mèche au moment du déclenchement justement du breakout pour avoir des rewards vraiment intéressants et avoir un objectif de profit vraiment assez conservateur, je pense. Vraiment au-dessus des stops ici. Ou au moins mettre une règle dans son trading de dire ok, une fois qu'on vient là, je passe à break-even, je prends un petit peu de bénéfice, je monte mon stop à mon prix d'entrée, comme ça quoi qu'il arrive, je sors sans perte. Parce que si vraiment le prix réintègre derrière, ça sent justement la résolution baissière. Par la suite, en tout cas la chasse au stop des acheteurs.
Même exercice, enfin, même exemple, si jamais on casse au sud, là on peut pas savoir dans quel sens ça va casser. C'est rien de sortir une boule de cristal. Oui, moi je vous dis ça va casser au nord. Non, moi je vous dis ça. On peut pas savoir. Faut attendre de voir le marché déclenche quelle résolution. Et par contre, cette résolution baissière, pour moi, bon, tous les stops hein, se trouvent là-dessous. Donc on viendra probablement ici, donc sous les 26 500 à peu près. Et pareil, si jamais le prix après réintègre, bon bah là il y a de grandes chances que c'était un piège. Ça on l'a déjà fait et je m'en rappelle très bien. C'était Bitget ici ne pourra pas nous donner d'indication. On va aller sur Coinbase et je vais vous montrer. Mais je me rappelle la dernière fois qu'on avait eu ça, enfin que ça m'avait aussi autant marqué, c'était ici en 2017. Hop, je pense que certaines personnes s'en souviennent si jamais ils étaient dans le marché. Mais c'était ici, cette contraction, il y avait eu résolution baissière et en fait, grosse chasse au stop. On vient, on prend tous les stops d'ici, vous voyez. On prend tous les stops et hop, on réintègre, on casse dans l'autre sens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un fake out. En gros, le marché fait croire qu'il casse et puis il réintègre par la suite. Et généralement, l'objectif, c'est d'aller casser dans l'autre sens. Ok. Et donc là, en l'occurrence, bah, c'est ce qu'on pourrait avoir si jamais il y a une résolution baissière et que par la suite, on réintègre. Mais grosso modo, je vais revenir à aujourd'hui. Tac. Je prends mon petit triangle. Hop. On commence à arriver au bout de celui-ci. Si ça casse au sud, qu'on racle les stops et qu'après ça réintègre, bon bah là, il faudra s'attendre au gros breakout et à une accélération du prix, tout simplement. Ok, si on casse au nord et qu'on réintègre, bon à ce moment-là, il faudra s'attendre à un retour ici. Et comme j'ai dit, si ça casse et que ça tient, c'est très bien. Donc un acheteur, par exemple, si ça break, pourrait très bien racheter le pullback ici, s'il y voit des signes de force pour se dire, ok, bon, ça confirme bien le breakout, on peut y aller. Par contre, pareil, la personne qui achète le breakout, comme je vous expliquais, ça c'est déjà fait. Et shorter la cassure baissière, c'est assez dangereux. Il faut avoir aussi des stops assez serrés. Prendre des profits assez rapidement, je dirais, dans ces zones de prix. Donc vers les 26 000, 25 500. Et placer son stop très vite au niveau d'entrée pour risquer aucune perte. Parce qu'à la moindre réintégration, vous verrez que ça va squeeze très fort dans l'autre sens. Puisqu'en fait, là, on est en train de se contracter depuis pas mal de temps. On voit que les stops s'accumulent sous cette zone de prix là pour les acheteurs, vous voyez. Ça se voit assez facilement. Et pour les vendeurs, bien sûr, bon bah là, hein, c'est au-dessus de ce niveau. Ok. Donc voilà. Ni plus ni moins, en attente de résolution pour le Bitcoin, pas grand-chose d'autre à dire. Ce qui est intéressant néanmoins, on va retourner ici sur la charte. Ce qui est intéressant, c'est que dans une contraction, les creux et sommets se font en zone de rechargement. Et donc là, en fait, il vous suffit simplement à chaque fois de prendre vos niveaux. Donc, c'est-à-dire, en gros, je viens ici, je trace le prix s'arrête où, zone de rechargement. Je trace ici, le prix s'arrête où, pour l'instant, zone de rechargement ici. Et donc, je trace ici, tac, 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 le prix s'est arrêté où, zone de rechargement, vous voyez. Et donc, si on rejette ici dans la zone de rechargement à nouveau, on va revenir très très probablement dans la zone de rechargement d'achat pour les acheteurs pour faire encore un creux ascendant. Donc entre 28 300 et 28 000 dollars ici, qui peut être une zone d'achat si vous estimez qu'il y a des probabilités d'avoir une cassure haussière. Et vous vous positionnez encore mieux que les acheteurs de breakout puisque vous serez positionné déjà sur un des éventuels creux ascendants. Et vous n'allez pas subir si jamais il y a un fake out, ce genre de mouvement. Enfin, vous pourrez plus facilement prendre vos profits puisque vous serez en profit beaucoup plus rapidement que la personne qui va rentrer sur le breakout. Pareil, un vendeur qui veut shorter, qui ne veut pas attendre la cassure, bah là on est dans la zone, hein, puisque on est venu dans la zone de rechargement de short. Je vais vous montrer ça assez rapidement, mais là c'est notre nouveau sommet, où ici on va prendre celui-ci. Je prends mon creux, vous voyez on est dans la zone parfaite où un vendeur va essayer de shorter tout simplement s'il estime que la résolution sera baissière pour shorter au contact. Ici, et viser une cassure baissière, ok ? Donc voilà, ça dépend du biais ou de la vision que vous avez du marché, tout simplement. Au niveau de l'order flow, on voit qu'il y a encore pas mal de gens qui sont assez bearish. On voit des open interest qui montent, des ratios short qui augmentent un petit peu. Beaucoup de vendeurs qui sont bloqués sur ce rallye. Enfin, quoi qu'il y avait beaucoup de gens positionnés ici. On y revient, pour l'instant, on ne dépasse pas cette zone. Les vendeurs ont été chassés. Les acheteurs sont encore un petit peu bloqués dans ces zones de prix. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations, franchement, au niveau de l'order flow. Enfin, dans des triangles, c'est toujours comme ça, hein, généralement. Le sentiment faiblit très rapidement, ça c'est vrai, c'est une vérité, c'est-à-dire que très vite on se mange des fundings négatifs quelquefois. Et on a des ratios short qui augmentent aussi un petit peu, vous voyez là on avait un ratio short qui était très bas, qui a beaucoup remonté ces 3 derniers jours. Donc beaucoup de gens qui, si on en croit Binance ici et leur data, ont essayé de shorter le mouvement haussier, ce qui fait bien sûr qu'il y a beaucoup de stop loss. Donc bon, pour moi, faut pas se casser la tête, faut attendre en fait tout simplement
la résolution du Bitcoin, qu'elle soit haussière ou baissière, et voir comment le prix réagit. C'est ça le plus important. Si le prix réagit bien pendant la cassure, c'est une bonne chose. S'il réagit mal, ça peut très vite casser dans l'autre sens. Ok. Et n'oubliez pas aussi, il y a une data très importante, le 10 mai, c'est le CPI américain, donc je vais noter ici, mais bien sûr on a le CPI US qui sera un événement de liquidité assez important, donc mercredi 10 mai. Pas grand chose de plus à dire pour Bitcoin. Pour Ethereum, du coup, alors c'est comme Bitcoin, on est en train de faire le fameux triangle. Ici, vous voyez que, hop, si je trace, on est en train de faire le petit triangle pour Ether. On peut faire exactement la même chose ici. Ok, donc on fait le triangle. Tous les stops des vendeurs sont au-dessus des 2012 $. Les stops des acheteurs sont maintenant sous les 1780 $. Pareil, il faut attendre la résolution. Le prix enchaîne les zones de rechargement de short en zone de rechargement de short. Bah oui, sommet descendant. Hein. Sommet descendant, RLZ short. Bon, vous pouvez me faire confiance, mais je vous montre quand même. Ici, vous voyez, zone de rechargement de short. Enfin, pardon, c'était plutôt ici. Mais c'est exactement pareil. Zone de rechargement de short parfaitement. Ici, pareil, sommet descendant. Je ne le refais pas, mais aussi c'était zone de rechargement de short. Et donc là, pareil, hein, pour l'instant, sommet descendant. Et bien sûr, c'est où ? En zone de rechargement de short également. C'est normal puisque les sommets descendants se forment dans ces zones de rechargement. Pour les creux, c'est la même chose. Vous prenez le creux ici, il s'est fait où? Zone de rechargement. Et donc, si on a un rejet ici au niveau des sommets, on aura un Ethereum qui reviendra assez rapidement dans les prochaines heures, entre 1840 et 1830 $. Si ça breakout, ici, c'est-à-dire qu'on arrive enfin à casser le haut du triangle, attendez-vous rapidement à un Ether qui revient dans les 2011 $, et ça voudrait dire que Bitcoin, a breakout aussi, et que lui, il se dirigera très vite vers les 31 000 $ et au-dessus pour aller chasser tous les stops, et ça voudrait dire résolution haussière sur les deux assets. Comme je l'ai dit, ensuite à surveiller la réaction du prix dans les zones de stop, parce que si le prix réagit mal, quand je dis réagit mal, ça veut dire se fait rejeter et redessine des choses baissières, ça veut juste dire que c'était une chasse au stop et que la force vendeuse revient, ok. Donc ça serait pas bullish. Donc ça, c'est des choses à surveiller. Par contre, si on breakout et que on continue de voir une action de prix bullish, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une poursuite du rallye haussier sur les terres, hein. Et donc W ici et continuation haussière du rallye puisque la tendance est toujours haussière pour l'instant. Pour une target de vente probablement mi-juin, fin juin, c'est généralement à ces moments-là que les marchés se retournent, en tout cas surtout le Bitcoin. Et bien sûr les altcoins en moyenne, en général. Alors, le point macro qui est pour moi le point le plus important, donc on a eu les chiffres, donc hausse des taux de 25 points, ça c'était mercredi, vu qu'il n'y a pas eu de brief jeudi, j'en parle, mais bon c'était attendu, on en avait parlé, donc rien de nouveau. Réaction du prix, beaucoup de volatilité sur l'or, le pétrole et le S&P 500, mais pas énormément sur le Bitcoin. Donc ça a été plutôt sur les actifs, hein, sur les matières premières qu'on a eu de la volatilité, pétrole, gold. Et donc on a eu des chiffres hier au niveau du chômage. Et donc là actuellement, Powell nous fait comprendre que la hausse des taux c'est bientôt fini, il restera peut-être une dernière hausse ou c'était la dernière, donc on est au niveau des target max, 5,25, 5,50 au niveau des taux directeurs américains. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que maintenant en fait il mise sur une hausse du chômage. Il faut savoir que historiquement, les hausses du chômage se font, donc là j'ai normalement les chiffres qui vont être ici, hop. Les hausses du chômage se font pendant les récessions, hein. Si je prends pendant les 25 dernières années, vous regardez les années 2000, et je vais vous prendre également la courbe des taux, ici, se font pendant les récessions. Donc Powell nous dit qu'une récession est évitable, on peut l'éviter, mais il ment un petit peu parce qu'en fait, il dit que maintenant ils vont compter sur une hausse du chômage. Et donc pour faire simple, vous regardez dans les années 2000, la courbe des taux qui annonce une récession quand elle s'inverse, a commencé à s'inverser quand? Ici, quand elle commence à faire des M comme ça, hein. Quand c'est comme ça, c'est très bien, hein. Il n'y a pas de problème, c'est une courbe des taux qui est saine. Par contre, quand ça commence à former des N, c'est une courbe des taux qui est inversée, les taux court terme passent au-dessus des taux long terme. Donc là, ça a commencé ici à peu près. C'était dans les années 2000. Et donc ça, c'est un indicateur de risque de récession. Et quand vous regardez ici, comme par hasard, le chômage a commencé à augmenter quand? En 2000. Donc ici, crise, enfin explosion de la bulle Internet et petite récession. Ensuite, de 2002, je dirais, jusqu'à 2006-2007, pas trop de problèmes. On regarde à nouveau. Ici, on prend, comme par hasard, de 2008 jusqu'à 2010, explosion du chômage. Pourquoi? Parce que récession, crise des subprimes, crise bancaire, etc. Vous regardez à nouveau la courbe des taux, comme par magie. Hop, ça a commencé à s'inverser quand? En 2006-2007.
2008, crise bancaire, récession, machin, et éclatement de la bulle aussi, enfin en gros les prix baissent tout simplement. Et bien sûr, hausse du chômage. Et donc à ce moment-là, vous regardez aussi l'inflation. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de l'inflation, on va indiquer tout ça. Parce que oui, quand le chômage augmente énormément, l'inflation baisse. Ici, vous regardez United States, ils sont où? Ils sont sous mes yeux, mais je ne les trouve pas, ils sont là. Vous regardez l'inflation, ici vous voyez, dans les années 2000, là, quand le chômage a explosé, on est parti en déflation, on est parti sous 0%. Par la suite, en 2008, ici, là, vous voyez, on a eu une hausse du chômage et donc l'inflation a beaucoup diminué. Donc on a aussi monté les taux à cette période et donc après, par la suite, la récession a fait qu'il y a eu une grosse hausse du chômage et donc l'inflation a énormément diminué. Pendant le Covid également, pendant qu'on imprimait des milliards en 2020, regardez, ici, explosion du chômage, ça a été un record mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid, donc beaucoup de confinement, donc les gens qui ne bossaient pas étaient au chômage, ils étaient payés pour rester chez eux, ce qui est normal pendant la phase de confinement. Et donc du coup, c'est ce qui a fait qu'on a eu une déflation également. Enfin, en tout cas, on est passé proche de zéro, mais en tout cas, vous voyez que l'inflation baissait ici. Par contre, vu qu'on a imprimé des milliards et que par la suite, on a déconfiné les gens, le chômage, bien sûr, lui, est redescendu. Donc là, je vais mettre depuis 2020, hop, jusqu'à aujourd'hui. Mais vous voyez que le chômage, ici, a rebaissé. On pourrait même mettre 0,5, que je vais mettre du coup, hop, depuis le 1er janvier 2020, ici, grosse hausse, puis baisse, vous voyez. Et donc quand le chômage rebaisse, via l'impression monétaire qu'on a fait également, on a eu justement, l'inflation a commencé à repartir. Et donc là, pour que l'inflation baisse, ils ont dû augmenter les taux. Et donc maintenant, leur deuxième étape, que explique Powell, c'est qu'il veut voir une hausse du chômage pour continuer de faire baisser l'inflation sans continuer de monter les taux parce qu'il est conscient que son système bancaire est fragile, malgré qu'ils disent le contraire, où notre système bancaire est fort alors qu'il y a déjà eu 3 grosses banques qui ont fait faillite, ce qui est énorme, hein, des banques avec des grosses quand même, il y a beaucoup d'argent dedans, donc c'est pas rien. Et maintenant, ça a mis sur une hausse du chômage. Donc il faut savoir lire entre les lignes. Ils attendent tout simplement quoi? Si on regarde historiquement, une récession. Et quand on regarde ici la courbe des taux, on revient à l'heure actuelle. La courbe des taux était très saine. Donc ça, c'est une courbe des taux saine. Vous voyez, là, on peut investir les yeux fermés dans les marchés boursiers, il n'y a pas de problème. On imprime de l'argent, on restimule l'économie, les taux sont à zéro, les crédits se font, les gens peuvent emprunter. Il y a du travail parce que les taux sont à zéro, c'est facile d'entreprendre, donc c'est facile d'engager des gens, donc le chômage il est bas, etc. Ou le chômage baisse. Donc vous voyez, le chômage baissait pendant cette période. Vous prenez ici de... c'est simple, on va prendre de 2010 à... On va prendre, allez, 2000, avant le Covid, donc 2019, -0101, ok. Vous regardez la gueule du chômage, le chômage, il baisse, ici. Okay. Pourquoi? Parce que les taux sont à zéro, c'est facile d'entreprendre, les business ça tourne bien, on peut emprunter de l'argent, on peut déclencher des business, on peut avoir du cash flow facilement, on peut financer facilement, donc tout va bien. Donc ici on revient là. Et donc maintenant, sauf que maintenant, courbe des taux complètement inversée, donc emprunter de l'argent ça devient compliqué, les banques commencent un petit peu à être en PLS, qui dit courbe des taux inversée dit risque de récession, la dernière fois que c'est arrivé c'était en 2006 et 2007, récession 2008, et la courbe des taux inversée 99-2000, et puis éclatement de la bulle internet 2000, et récession aussi. Donc voilà, il y a un risque de récession, en tout cas c'est ce que nous dit la courbe des taux, et ils sont en train de nous dire qu'ils attendent une hausse du chômage pour que l'inflation puisse continuer de baisser. Vous regardez le chômage juste ici, donc là on va prendre depuis du coup 2020, 2021 à peu près, 2021 au 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, donc là on est le 2023 et on est 0,505, donc le 5 mai. Ok, là on voit que le chômage baissé, donc l'inflation est remontée, et là le chômage il est en train de faire quoi? Je pense que vous le voyez, si on est en train d'analyser une altcoin ou une action, on pourrait dire que l'action a une grosse probabilité de remonter. Je vais même rezoomer un petit peu plus, allez on va mettre ici, tac, sur les 2 dernières années. Vous voyez là le bottom il est en train de se former, donc le chômage il réaugmente. Vu que le chômage il augmente, eux ils se disent ok le chômage va augmenter, donc l'inflation va continuer de baisser un petit peu. Ici vous avez un site qui vous permet de voir un petit peu le comportement de l'inflation qui est en train de stagner depuis à peu près le mois de mars. Ça ne baisse plus comme auparavant. Donc là, en fait, ils sont en train de miser sur le fait que, ok, on va plus monter les taux, on va les laisser hauts, on va les laisser à 5,25, on va pas les baisser maintenant, et la hausse du chômage va faire que l'inflation va baisser. Donc maintenant, c'est le dilemme. Est-ce que ça va être le cas ou non? Mais vu que historiquement, une courbe des taux inversée et un chômage qui augmente, généralement, c'est récession derrière, en fait, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de dire, oui, une récession peut être évitée, mais c'est ce qu'ils attendent, tout simplement. La récession la hausse du chômage qui déclenche une récession,
Les gens qui peuvent plus emprunter d'argent parce que les taux sont hauts et les banques ne prêtent plus parce qu'elles sont à sec de liquidité. Donc l'argent qui circule beaucoup moins au sein de l'économie, donc tout simplement un ralentissement économique, donc une récession. Et également des business qui vont devoir mettre la porte sous la clé, donc ce qui va déclencher justement plus de chômage parce que difficile de renflouer la trésorerie, etc., d'avoir du cash flow, difficile d'entreprendre dans un monde où demain tu as besoin de lancer un business, je sais pas, peu importe ce que tu veux lancer, faut faire un emprunt parce que ça coûte cher et t'as pas le cash disponible sous la main parce que les Américains ont très peu d'épargne, ça aussi c'est une data qu'il faut absolument regarder. Et du coup, moins de business lancés, moins de business financés et tout simplement plus de gens au chômage, hein, tout naturellement, et aussi des entreprises qui sont obligées de licencier. Enfin, de licencier des gens, pardon. Pourquoi? Parce que tout simplement la marge, vu la hausse des prix et l'inflation, ça coûte plus cher pour un business de proposer des produits. Donc la marge du business est moins importante, hein, le chiffre d'affaires, la marge nette sur le chiffre d'affaires est moins importante parce que si demain ta marge, enfin en gros, tes coûts augmentent de 30% et que tu peux pas augmenter ton prix de 30% parce que tes clients vont pas payer 30% plus cher, tu peux augmenter ton prix de 5-10% et suivre l'inflation, mais du coup ta marge est moins importante, ta marge nette de bénéfice. C'est ce qui fait que tu es obligé de licencier des gens si tu veux pas avoir de problème de trésorerie, que tu veux continuer de payer tout le monde, tout simplement. Donc c'est ce qui fait une augmentation du chômage. Vous comprenez un petit peu le cercle vicieux. Et ça, c'est l'épargne des Américains qui est au plus bas depuis les années 60. Donc les Américains ont très peu d'argent de côté. Parce qu'ils ont fait des crédits en 2020, parce que les taux étaient à zéro, donc ils ont acheté plein d'immobiliers, ils ont financé plein de choses, plein de voitures, etc., tout ce qu'on veut. Donc c'était facile de faire des crédits, ça coûtait très peu d'argent. Donc c'est ce qui a expliqué hausse des prix des voitures, aussi les pannes des composants, et puis hausse des prix de l'immobilier, parce que tout le monde a pu acheter. Et maintenant que tout le monde a plus trop d'argent de côté, parce que les gens se sont engagés dans des crédits, et là le taux de chômage réaugmente, on va vous douter bien que en plus de ça, les banques vont plus trop prêter. Donc un marché immobilier qui peut baisser aux États-Unis, bien sûr. Ça commence déjà d'ailleurs. Et puis bien sûr également des business qui se lanceront de moins en moins. Donc plus de gens au chômage, des gens qui vont se faire licencier. Et vous connaissez donc le cercle vicieux d'une récession. Donc pour moi la récession arrivera. Et c'est ce qu'attendent tout simplement les banques centrales pour pouvoir avoir une inflation qui baisse sans continuer de mettre la pression sur les banques et de continuer de monter les taux. Pour par la suite, après la récession, nous dire que oh là là c'est catastrophique, y a tout qui va mal, l'inflation a bien baissé, on peut restimuler l'économie, hop, rebaisser les taux, restimuler l'économie, recréer de la monnaie, etc. Et repartir dans une inflation moins importante, mais repartir dans de l'inflation par la suite, avec un chômage qui rebaissera. Donc l'impression monétaire et un chômage qui rebaissera permettra justement d'avoir une inflation qui stagne, jusqu'à ce que le chômage ne baisse plus assez, et que du coup l'argent recréé refera partir l'inflation, etc. Donc comme les cycles se répètent depuis des années, des années et des années. Mais une récession pour moi était à attendre. Maintenant, ce que nous disent les marchés, ça c'est le plus important, c'est ce que vous devez garder en tête. Pour l'instant, les marchés sont toujours haussiers, et tant qu'ils sont haussiers et qu'il y aura des gens pour les shorter, ça pourra continuer de monter. Et pour l'instant, la récession n'est pas forcément là tout de suite, là maintenant. On le voit au niveau des chiffres du chômage, on est tout doucement en train de se retourner, mais on n'est pas non plus dans une hausse exponentielle du chômage, donc la récession, c'est pas pour maintenant. Et les gens se positionnent beaucoup trop vite en short, puisque ça, je l'avais déjà expliqué. Mais on a ici une majorité qui est short sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur les indices européens, donc que ce soit le DAX, les indices UK et le CAC 40 ici, où la grande majorité est aussi short sur le CAC 40. Bon, il y a pas mal de gens qui sont passés boule là récemment, mais en grande majeure partie, pour l'instant, les gens sont bears. Maintenant, si dans les prochaines semaines, on voit une majorité qui repasse haussier sur les indices, ça sera peut-être là le signe de top pour repartir dans une tendance baissière et la récession qui viendra peut-être par la suite, ok ? Mais pourquoi le CAC 40 a été aussi haussier, ça on en parlait. Par exemple, il y a 2-3 semaines, il y avait 8 personnes sur 10 qui étaient à la vente sur le CAC 40. C'est pour ça que le CAC 40 est aussi haussier, parce que la grande majeure partie mise à la baisse. Et quand vous misez à la baisse, vous faites une promesse de rachat. Donc quand tout le monde vend à la baisse, il n'y a que des futures promesses de rachat, en fait, tout simplement. Donc c'est ce qui fait monter les prix, parce que les gens voient les marchés monter, ils sont obligés de fermer leur position. Donc c'est ce qui va faire monter les prix, tout simplement. Ok ? Donc ça faudra faire attention. Et pour revenir sur le petit point macro, moi j'en avais parlé, mais quand je vois qu'on m'annonce des hedge funds qui gèrent des milliards qui disent shorter le dollar index ici, je m'attends personnellement toujours à un retour au moins dans les 103 points, voire 104 points pour le dollar index. Tant que c'est support tient ici, et pour l'instant ça tient. Si ça cède, ok, à ce moment-là, direction baissière et pas de problème. Mais qu'on ait des hedge funds ici qui nous disent oui, nous on short le dollar, je trouve ça très bizarre. Malgré le fait autour des BRICS, donc les BRICS qui prennent de plus en plus de force, de plus en plus de pays qui font plus trop de transactions en dollars, pour autant le dollar ne baisse plus. Donc malgré tous les événements négatifs qu'il est en train de se manger dans la tête, il ne baisse plus en fait. Donc ça aussi, ça montre qu'on a des signes de force sur ces niveaux de prix, tout simplement.
Donc tant que ça ne tient pas, je vois personnellement un squeeze et une possibilité de rebond pour le dollar index. Si ça cède et qu'on s'installe dessous, pas de souci, cette idée me sortira de la tête. Ok. Donc attention au dollar index qui pourrait rebondir. Le S&P 500 qui toujours a du mal à casser sa résistance, je vais augmenter un petit peu l'opacité, et qui est ici en train de parfaitement faire support sur la résistance précédente. Donc pour moi c'est du ping-pong tout simplement. On fait ping-pong entre la résistance et le support, on attendra la résolution. Si le dollar index rebondit, il y a des chances pour que ça cède ici, et donc la zone qui nous intéressera sera tout simplement la RLZ du mouvement précédent. Donc la zone à surveiller, ce sera entre 3918 points pour le S&P 500 et 3980 points. Hop. Et donc, pour finir le gold, donc le gold j'en avais parlé, non j'en ai parlé avec les élèves, mais du coup, ici alors, il y avait tous les stops qui ont été pris, pareil pendant le FOMC, on est venu même chasser les stops d'ici. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que pour l'instant, le prix n'arrive plus. Donc pour moi, l'or, il est aussi à moyen long terme. Je pense qu'on peut avoir une once d'or à plus de 2200 $ dans les prochains mois, par exemple. Mais à court terme, quand je vois un petit peu l'action du prix, je ne serais pas étonné qu'on ait un petit peu de nettoyage sous les stops ici. Donc on revienne dans les zones de rechargement pour par la suite reprendre de la force et faire un nouveau rallye haussier. Cette idée est complètement invalidée si le marché arrive à s'installer au-dessus du sommet ici, le sommet sur lequel il a été rejeté. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le rejet, mais je prends ici mon petit fib, on est revenu sur les 61,8, donc zone de rechargement de short, on a été rejeté à nouveau ici. Donc pour moi, tant que le gold n'arrive vraiment pas à s'installer au-dessus de ces zones de prix, il y a une possibilité pour qu'on ait un petit dip. Et quand je parle de dip, je parle vraiment pas de quelque chose de très profond, hein. Ici, on parlerait de... ça maintenant, on s'en fout. On parlerait d'une zone de rechargement du mouvement précédent, tout simplement. Donc ça fait un dip pas énormément profond, et la dynamique serait toujours haussière. Hein. Sommet, creux, sommet, quelque chose comme ça, pour derrière aller complètement défoncer la TH, et pourquoi pas une target, hein, si jamais on va chercher les extensions, voire même entre 2400 $ et 2550 $ l'once. Au niveau de l'or, bah oui, les banques sont en PLS. Demain, les Américains n'ont plus trop confiance dans le système bancaire, en Europe potentiellement aussi. La valeur refuge, c'est quoi? C'est l'or. Donc ça peut expliquer justement un narratif haussier sur l'or. Mais avant, peut-être un petit dip, pas trop méchant, bien sûr. Petit retracement. Vous voyez ici tous les stops qu'on a, pourquoi pas. Venir s'occuper des zones de stop ici. Hop, jusqu'à sous ce niveau, pourquoi pas, si jamais. Hein, et au final, revient dans la zone de rechargement. Venir combler le gap pour... par la suite avoir un nouveau rallye haussier, et ça serait en corrélation avec un mouvement, un rebond du dollar index, tout simplement. Ça, on verra bien. On verra bien si ça se déclenche ou non, ok? Ça sera à surveiller. Je pense que j'ai fini ici pour aujourd'hui, donc beaucoup de contenu, j'espère que ça vous aura plu vraiment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a plein qui regardent les briefs mais qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, et vous serez tenu au courant des prochaines mises à jour. Donc il y a un brief tous les jours du lundi au vendredi, ou tous les 2 jours quand ça bouge pas trop comme actuellement. Mais aussi à laisser un pouce bleu, vous êtes beaucoup à regarder mais à pas laisser de pouce bleu, mais ça aide énormément le développement de la chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À nous rejoindre sur le Discord, c'est gratuit également, vous avez du contenu gratuit, lien en description et en commentaire épinglé. À participer au concours, c'est gratuit aussi, ça prend 2 minutes, franchement, donc n'hésitez pas. Résultat, vendredi prochain, en partenaire avec BitGet, dernière plateforme sur laquelle vous pourrez trader sans KYC, donc franchement c'est intéressant pour ceux qui veulent préserver leur anonymat tout simplement, et vous pouvez withdraw, donc vraiment retirer les fonds de la plateforme jusqu'à 50 000 $ par jour, donc il n'y a vraiment pas de problème pour retirer vos fonds, il n'y a aucun souci. À rejoindre l'école bien sûr si vous souhaitez vous former et être à mes côtés tous les matins, puisque tous les matins je fais un brief privé pour les élèves dans lequel on parle de beaucoup plus de choses que ce que vous voyez sur YouTube, hein. Ça dure plus d'1h30, enfin ça dure environ 1h30, donc il y a beaucoup plus de contenu que sur YouTube bien sûr, et en plus de ça, l'accès à la formation, donc de tous les cours, les exercices, les cours écrits aussi, vous avez des PDF qui vous expliquent tout, au brief tous les jours, au brief quotidien, et aussi au support des professeurs, on est là tous les jours pour répondre à toutes vos questions. Et aussi en message privé, je réponds à tous mes messages privés sur le Discord. Vous pouvez aussi rejoindre l'école si jamais vous le souhaitez via les modalités crypto, donc ça se passe sur le Discord. Donc c'est tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC ou BUSD. Vous avez les adresses ici, les montants juste ici. Tout simplement. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un message, on vous répond et on vous aide. Si vous avez peur de mal faire le transfert ou autre, on vous aide, on vous confirme que tout est bon. Si le transfert est fait, vous nous envoyez le TXID sur le Discord, donc au professeur, on est connecté en haut à droite, on valide ça et on vous met votre rôle élève dans la journée, c'est tout bon. Bonne journée à tous, bon week-end à tous, on se retrouvera donc lundi
Ciao ciao.